Nous allons poursuivre la journée par une table ronde intitulée « Comment les dispositifs de travail influent sur les compétences collectives ». C'est une table ronde qui va réunir Isabelle Heleuch, directrice du SCD de l'Université Lyon 1, Aurélie Bertrand, responsable du Centre de la lecture publique d'Annecy, Corinne Maubernard, chargée de mission aide au pilotage et conduite au changement au SCD d'Aix-Marseille Université et membre de la commission métier ADBU, copilote du groupe de travail référentiel. Et on confie l'animation de cette table ronde à Raphaël Gilbert, qui est chargé de mission évolution des bibliothèques et de leur métier au service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, et qui auparavant était directrice de bibliothèque territoriale et qui a travaillé sur les organisations apprenantes. Bonjour tout le monde. Alors, on va terminer cette dernière table ronde, cet avant-dernier moment de la journée, avec un échange sur la manière dont les dispositifs de travail ont une incidence sur les compétences collectives. Alors, j'y reviens très très vite parce qu'on en a parlé ce matin. On a beaucoup travaillé sur la compétence individuelle, on a beaucoup travaillé dans les organisations sur les dynamiques de groupe, l'intelligence collective, la manière de faire collaborer les collègues. Là, ce que l'on vous propose, c'est plutôt d'appréhender le travail à travers la notion donc, de compétences collectives, c'est-à-dire de se concentrer finalement sur l'écosystème de travail, sur l'ensemble du dispositif de travail qui va influer sur la manière dont les collègues travaillent et développent des compétences. Alors, l'intérêt pour nous de faire ce décalage, c'est de regarder justement l'agencement des situations de travail. Qu'est-ce que ça inclut? Pour en parler de manière un petit peu concrète, ces situations de travail, ça inclut l'organisation, bien sûr, la distribution des missions, l'équilibre que l'on donne entre poser du cadre ou laisser de la liberté d'initiative. Ça va inclure aussi la composition de l'équipe, son hétérogénéité peut-être, la manière dont elle coopère, dont elle se transmet les compétences. On vient d'en parler lors d'un groupe de travail. Ça va inclure la manière dont on aborde à la fois la question de la transformation des pratiques, mais celle aussi de la transmission, de la continuité, des héritages. Ça va inclure, au-delà, l'aménagement des lieux, des bureaux, des espaces de travail, de la place des bibliothécaires dans les espaces ouverts au public. Ça va inclure aussi la question du temps, on en parlera tout à l'heure. Le rapport au temps, on a parlé ce matin de temps continu, discontinu, de temps court, rapide. Ça a une très, très grosse incidence sur la manière dont les gens travaillent, développent des compétences. Donc, on va en parler aussi. Et puis, ça inclut aussi ce dispositif de travail. Il inclut aussi la manière dont on se lie au territoire, aux habitants, aux partenaires avec lesquels on travaille. Donc, l'intérêt pour nous de regarder l'ensemble des dispositifs de travail, c'est on dézoome et de l'individu et simplement du groupe pour regarder l'ensemble de l'écosystème de travail dans lequel les collègues vont développer de la compétence collective. Alors, on va essayer d'explorer la manière de concevoir des dispositifs de travail qui soient propices au développement des compétences, mais aussi inclusifs pour l'ensemble des collègues. Avec les trois intervenantes qui m'accompagnent aujourd'hui, nous allons partir à la fois d'exemples concrets, soit que vous avez rencontrés dans vos situations de travail, soit que vous avez croisés par collègues interposés qui vous ont raconté d'autres situations de travail qu'ils rencontraient. Mais nous avons aussi voulu partager avec vous aujourd'hui des questionnements, des doutes peut-être, des interrogations dans une visée peut-être prospective. Nous avons voulu mettre en partage non pas seulement des solutions ou des expériences clés en main, mais aussi toutes les réflexions, tous les questionnements que nous ont inspiré ces questions. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, c'est de commencer avec des exemples concrets d'agencement collectif de travail, en mettant en lumière les questions de composition des équipes et d'inclusion. Développer la compétence du collectif, ça implique de porter attention à tous les collègues. Et je crois que les intervenantes ici présentes ont en commun le soin pris des collectifs, justement, cette attention portée aux personnes qui composent les collectifs. Alors, ça implique, porter attention à tous les collègues, ça implique de tenir compte de l'hétérogénéité des équipes, de savoir à la fois développer des visions partagées, mais aussi traverser les désaccords. C'est vrai que le dissensus, on en parlait en préparant la table ronde, toutes les quatre. Souvent, ça peut faire un petit peu peur. On peut le voir comme un risque d'opposition, un risque de conflit, un risque de ralentissement dans les processus de transformation du travail. On sait que certains ne s'autorisent pas à exprimer leurs désaccords. On sait qu'il n'est pas toujours facile, quand on manage, d'articuler des visions du métier très différentes. Et le dispositif de travail peut être propice ou non à articuler des visions du monde différentes, des visions du travail différentes, à partager à la fois les points de jonction, mais aussi les divergences.
Et nous allons donc commencer avec Aurélie. Donc Aurélie, tu as travaillé à la Bulle à Annemasse, à la bibliothèque bidépartementale. Alors je ne sais jamais si on dit Savoie Biblio ou Biblio Savoie, j'ai un problème d'inversion. Alors, ça vient de changer, c'est Savoie et Haute-Savoie Biblio. Comme ça, c'est réglé. Merci. Et tu m'as dit, donc tu as travaillé beaucoup sur l'intelligence collective et tu nous as dit, lorsque nous avons préparé cette table ronde, que pour toi, c'est une question d'état d'esprit plutôt que d'outils. L'enjeu étant de proposer des organisations dans lesquelles chacun peut prendre et donner. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu as mis en place ? Oui, alors c'est vrai qu'on a souvent une entrée dans l'intelligence collective qui est par le biais de la boîte à outils, qui est une première entrée. Mais un outil, ça reste un outil, un marteau, vous pouvez planter un clou et accrocher une œuvre d'art, ou vous pouvez tuer votre voisin. Ce n'est qu'un outil. Donc selon dans quel état d'esprit vous allez pouvoir utiliser cet outil, vous allez avoir des résultats qui vont être très différents. Et un certain nombre de retours d'expérience qu'on peut avoir sur des projets qui se sont voulus en intelligence collective et qui n'ont pas fonctionné, bien souvent sont liés à cette sincérité de l'état d'esprit qui était mise derrière. J'ai posé la question du pouvoir ce matin, mais parce qu'elle est intrinsèquement liée en fait, à cette notion de collective et d'émergence de l'intelligence collective. Peut-être juste une petite précision, parce que ce sont des termes qu'on entend vraiment à toutes les sauces, là encore. L'intelligence collective, on peut la démarquer de l'intelligence dupliquée, ce qu'on a bien souvent, c'est-à-dire que vous avez autour de la table des profils qui sont très similaires. Mais si vous avez 5 personnes quasi identiques autour de la table, quel est l'intérêt de réunir 5 personnes ? Dans ces cas-là, autant assumer et le faire tout seul. Ça, c'est de l'intelligence collectée, c'est pas de l'intelligence, enfin, c'est de l'intelligence dupliquée, c'est pas de l'intelligence collective. Bien souvent, on confond aussi avec l'intelligence collectée. Pour vous donner une image, l'intelligence collectée, c'est des puzzles. Chacun amène sa pièce, reste propriétaire de sa pièce. La mise à contribution, et effectivement, ça fait quelque chose qui paraît collectif à la fin, mais ça reste sa pièce. Intelligence collective, si vous voulez faire le parallèle, c'est plutôt faire des bébés. C'est plutôt une image sympa, hein, quand vous avez une équipe qui arrive à faire des bébés ensemble, c'est plutôt positif. Alors, je laisse à chacun ses images. Mais où on crée quelque chose qui a sa propre vie, sa propre identité, qui n'appartient plus à l'un plus qu'à l'autre. Et ça, c'est l'intelligence collective. Et ça, quand on regarde autour de nous, eh bien, finalement, on l'a assez peu. Et quand on arrive à être dans cette dynamique-là, dans cet état d'esprit-là, de se dire c'est plus ma part, mais c'est notre part, passer du jeu au nous, et bien là, on arrive à des choses assez sympas. Et dans les projets que j'ai pu mener, alors tu as parlé de la bulle qui est un tiers-lieu, qui avait la particularité d'être vraiment en gouvernance partagée entre élus, citoyens et équipes. L'équipe étant elle-même hybride avec moitié salariés associatifs et moitié agents municipaux. Donc vous faites un grand melting pot. Là, si vous gardez chacun votre pièce, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment passer dans cette procréation collective. Donc ça, c'était le fonctionnement quotidien. Mais si là, c'est une équipe que j'ai montée. Donc le retour qui m'était fait souvent, c'est de dire, c'est bien, parce que tu as pu créer ton équipe, donc tu as pu créer des gens qui étaient déjà dans cet état d'esprit, et en plus, tu as pu choisir des profils qui étaient très différents. Donc super, là, c'est facile. Du coup, j'ai intégré la bibliothèque départementale, à l'époque sur le côté Savoie, où je n'ai pas du tout choisi mon équipe, qui étaient des personnes en place depuis un temps certain, avec une moyenne d'âge qui était aussi beaucoup plus élevée que ce que j'avais pu connaître précédemment. On était au-delà des 50 ans de moyenne d'âge sur l'équipe, avec des personnes en poste parfois depuis 38, 39 ans sur le même poste. Donc là, on ne choisit pas. Il n'empêche que cette équipe-là, en 2 ans, on a pu restructurer complètement le service en intelligence collective et restructurer également l'aménagement du bâtiment. Donc, c'est vraiment les outils qui ont permis ça, mais les outils parce que l'état d'esprit est venu aussi du collectif. Merci beaucoup Aurélie. Alors, je voudrais passer la parole à Isabelle. Isabelle, tu as beaucoup travaillé sur les questions de structuration du collectif, sur les questions de cohésion du collectif, puisque l'on poursuit dans cette veine un petit peu de l'hétérogénéité des équipes qu'il s'agit de savoir faire travailler ensemble. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Alors effectivement, à Lyon 1, en tout cas au SCD, on est dans une organisation transversale depuis 2009, ce qui commence à être un temps certain d'expérimentation, avec justement un changement de ce collectif qui était, on en a parlé ce matin, bien en silo avec des sections, et qu'il a fallu faire arrive collectivement à travailler avec d'autres services, d'autres départements, d'autres sites. Et il a fallu imaginer en fait une organisation pour créer ce collectif différent et cette cohésion d'équipe sur des sujets qui, a priori, n'étaient pas forcément fédérateurs. Donc ça nécessitait beaucoup de travail, de mise en place d'organisation, de réunions, par exemple, de dispositifs pour transmettre des informations et puis d'acculturer progressivement les personnels via de nombreuses formations, parce que c'est aussi par cela qu'on en est passé, pour arriver à travailler mieux ensemble. Et je dois dire qu'on a été beaucoup aidé dans cette démarche parce qu'on s'est impliqué dans une démarche de certification qualité qui a permis de mettre beaucoup de choses à plat, qui ne s'est pas limitée à la qualité de l'accueil, comme on le fait souvent en bibliothèque, sans vouloir dénigrer les collègues qui font uniquement sur la qualité de l'accueil, mais là c'était l'idée que tout le monde travaille ensemble en qualité, donc entre services, entre départements, et donc pour faciliter en fait le travail de chacun, une meilleure communication et transmission des informations, et transmettre en fait l'intelligence en fait de chacun des postes à son futur successeur, à son équipe, et travailler vraiment dans cette optique collective de dire on est là au service du public. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans notre profession, je trouve qu'on est bien aidé par le fait qu'on a tous des valeurs collectives très fortes, une identité service public très forte, et que le fait, on en a déjà parlé ce matin aussi, d'avoir cet objectif commun aide beaucoup en fait à fédérer les personnes, quelles que soient les modalités que l'on utilise pour travailler ensemble. Et je ne vais pas être trop longue là-dessus, mais très concrètement, ça nous a beaucoup aidé à intégrer aussi des nouveaux arrivants qui pourraient justement se trouver un peu en difficulté par rapport à un collectif très, très soudé. Mais justement, le fait d'avoir ces processus, ces modalités de travail permettent en fait d'intégrer plus facilement les équipes et que chacun trouve sa place plus aisément. Merci à toi. Corinne, toi, tu es au démarrage, dans la phase là, de réorganisation d'une équipe. Isabelle parlait d'intégrer les nouveaux arrivants. Toi, dans ta démarche, il y a eu vraiment un travail d'intégrer les collègues qui sont déjà là depuis longtemps et qui peut-être ne parlent pas spontanément, même lorsque l'on voudrait bien leur laisser la parole. Oui, absolument. Donc, au SCD d'Aix-Marseille Université, l'organisation actuelle, en fait, est basée encore sur le disciplinaire. On en a parlé ce matin, Isabelle vient d'en parler. Le processus d'évolution organisationnelle, un processus d'évolution organisationnelle a démarré en janvier, là, donc c'est tout récent. Donc l'objectif est d'aller vers une plus grande transversalisation. On en a parlé également ce matin notamment. On a souhaité en fait travailler en mode projet. Alors c'est pas de la gestion de projet à proprement parler, avec basé sur des méthodes vraiment de la gestion de projet pure et dure, on va dire, mais l'idée, ça a été de confier en fait la démarche à un groupe projet qui donc est composé par l'équipe de direction, coordonné par 2 chargés de mission, donc moi-même et un collègue qui est en charge de l'innovation, de la prospective et du développement des compétences. Et en fait, c'est effectivement une démarche qui a pour objectif d'associer une large partie des personnels du SCD. Alors, je donne quelques chiffres pour prendre la mesure aussi de la structure. Le SCD d'Aix-Marseille Université, c'est 212 agents, 17 bibliothèques universitaires, voilà, sur plusieurs sites. Donc, c'est un très gros service. Donc, on est quand même dans cette idée d'une notion un peu de taille critique, en fait, de structure organisationnelle. Et le défi, c'est finalement d'essayer d'associer le plus largement possible l'ensemble des agents qui souhaitent, parce qu'il n'y a pas en fait, de notion d'imposer en fait, cette démarche, mais vraiment d'associer les personnels qui le souhaitent à cette démarche. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des groupes de travail thématiques qui regroupe plus de 60 agents, donc c'est à peu près 30% de l'effectif,
pour conduire cette démarche d'évolution organisationnelle. Voilà. Donc là, on est dans la phase du diagnostic à ce stade. Mais voilà, on est vraiment dans l'idée de permettre et d'associer en fait des agents toutes catégories confondues, hein, parce que c'est une démarche intercatégorielle, d'associer tous les agents du service qui le souhaitent à cette réflexion collective. Voilà. Merci à toi. Alors, on voit là l'intérêt de travailler la question du dissensus, la question de l'hétérogénéité au sein des collectifs. On voudrait vous proposer un deuxième temps dans cette table ronde autour de la question du temps, le rapport au temps. Alors, on aborde assez rarement la question des organisations du travail d'emblée par le rapport au temps. C'est plutôt quelque chose à quoi on se trouve confronté quand ça va trop vite dans un second temps. On a trouvé que c'était une question intéressante. Je voudrais commencer par un tout petit exemple. Moi, j'ai ouvert il y a un peu plus de 10 ans une bibliothèque qui avait beaucoup misé sur la transversalité, la polyvalence, le mode gestion de projet. Alors, les collègues avaient émis des vœux sur l'organigramme et finalement, chacun avait fabriqué sa fiche de poste. Donc, certains s'étaient fabriqués des postes extrêmement transversaux et puis d'autres des profils extrêmement traditionnels en ne travaillant quasiment que sur de la collection. Au démarrage, moi, j'avais pensé que ce serait une phase temporaire, cette mise en place d'organigrammes, que petit à petit, on irait vers plus de transversalité généralisée. Et puis, ce que j'ai vu dans le temps, justement, dans la vie de cet organigramme une fois mis en place, c'est que cette organisation du travail transversal en gestion de projet, elle induisait quand même une très forte discontinuité des tâches, donc des rythmes de travail beaucoup plus saccadés, beaucoup plus rapides. Il fallait savoir jongler entre différentes tâches. Et simplement, ce rapport au temps, il n'était pas possible pour toute mon équipe. Il y en a qui ne pouvaient pas suivre ce rythme. Mais c'est vrai que dans les nouveaux recrutements, quand on mettait des fiches de poste très transversales, finalement, c'était plus très inclusif de tous les profils de professionnels. Et ça, je pense que ça montre bien que la question du rapport au temps que va induire l'organisation du travail, c'est extrêmement essentiel parce qu'en fait, c'est ce qui fait que l'organisation du travail est inclusive ou non. On travaille beaucoup sur l'inclusion des publics, mais la question de l'inclusion des professionnels, en dehors des questions de situation de handicap, c'est une question importante aussi. Alors, ce que l'on va voir là avec les collègues, c'est que derrière le rapport au temps long, au temps court, au temps continu, au temps discontinu que fabrique l'organisation, il y a le rapport au métier qui est très très présent, et puis il y a le rapport à la qualité du travail. Alors on va voir comment le télétravail modifie la temporalité avec Isabelle et aussi le rapport au travail. Et puis ensuite je laisserai la place à Corinne qui réfléchit sur la manière dont l'organisation du travail prend soin de celles et ceux qui assurent la continuité, la transmission aussi. Alors, je te propose de commencer, si tu veux bien, Isabelle. Toi, tu as fait l'expérience de la mise en place du télétravail au SCD de Lyon. Vous avez même fait une analyse de la manière dont ça fonctionnait. Vous avez fait le bilan et tu as observé qu'au-delà du rythme de ce travail, finalement, ça avait aussi une incidence assez forte sur les missions des agents et sur leur manière de se représenter le métier. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience ? Oui, tout à fait. Donc, comme de nombreuses bibliothèques, suite à la crise sanitaire, d'autres l'avaient mise en place avant, on a mis en place le télétravail en 2022, donc peut-être un peu tardivement par rapport à d'autres, en rajoutant en fait quelques contraintes au cadre de l'université pour que les bibliothèques puissent continuer à ouvrir et à accueillir les usagers. Et on s'est rendu compte que même si les agents commençaient timidement à s'y intéresser au départ, il y avait de plus en plus de personnes qui souhaitaient maintenant bénéficier de ce télétravail, et j'emploie le terme bénéficier à dessein, parce que certains trouvent que c'est effectivement un petit plus, surtout ceux qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils n'ont pas de tâches télétravaillables. Et on a maintenant quasiment la moitié des agents, donc le SCD Lyon 1, c'est une centaine de personnes qui sont réparties sur 9 sites, donc à peu près la moitié des agents qui télétravaillent chaque année. Et on a constaté un glissement, alors pas pour tout le monde, heureusement pour certains seulement, mais un glissement dans la représentation du métier. Je m'explique. Le SCD Lyon 1 a des bibliothèques très ouvertes. On a 3 bibliothèques qui sont labellisées Bibliothèques ouvertes plus, donc qui sont ouvertes du lundi au dimanche inclus, 90 heures par semaine. Et pour ce faire, on emploie de nombreux moniteurs étudiants qui viennent en renfort des personnels titulaires, notamment en soirée jusqu'à 22 heures, les samedis soirs et le dimanche toute la journée. Et au départ, on constatait certaines réticences des personnels titulaires à être
remplacés, je dirais avec beaucoup de guillemets, en service public à l'accueil par des moniteurs étudiants en arguant que être bibliothécaire, c'était être professionnel, c'était être formé et qu'on ne pouvait pas laisser des moniteurs étudiants accomplir l'ensemble des tâches des bibliothécaires. Même si eux ne souhaitaient pas être présents le dimanche ou le soir jusqu'à 22h, bien sûr. Et donc, cette argumentation qu'il a fallu construire sur on ne fait pas effectivement exactement les mêmes tâches quand on est moniteur et quand on est bibliothécaire, en cours de journée et le soir, a permis en fait de faire passer la pilule de on ouvre davantage avec des moniteurs. Et donc, cette forte ancrage sur qu'est-ce que le métier a beaucoup évolué avec le télétravail parce que maintenant, certains estiment que finalement, ils préféreraient télétravailler et finalement être remplacés à l'accueil par des moniteurs étudiants. Et donc, le télétravail pouvait finalement induire davantage de souplesse dans l'organisation concrète du travail quotidien. Et donc, un petit glissement, en fait, finalement, on s'arc-boute sur les prérogatives des bibliothécaires. Et puis, au fil du temps, ça nous arrange finalement dans notre quotidien de pouvoir se dire, finalement, après tout, c'est pas si grave que ce soit des gens moins formés que nous qui soient à l'accueil. Alors, ce n'est pas effectivement une généralité, mais quand même, ça commence à être une revendication des personnels d'avoir davantage donc, de souplesse dans leur organisation de travail et effectivement cette représentation particulière. Je dirais en plus, concernant le télétravail, que cette revendication pour les agents qui actuellement ne peuvent pas télétravailler commence à glisser en fait, parce qu'on en a parlé un petit peu ce matin, sur la semaine en 4 jours, 2-4 jours sur les lieux, avec cette revendication d'une plus grande souplesse d'organisation et de meilleure conciliation en fait, des temps personnels et des temps professionnels. Je me souviens que tu nous disais aussi que les tâches qui étaient confiées au personnel d'accueil, spécifiquement d'accueil pour les heures creuses, quand il n'y a pas d'affluence, donc des tâches qui étaient plutôt là pour occuper le temps initialement dévolu à de l'accueil quand il n'y a personne à accueillir, devenaient aussi des sources de demande de télétravail. Tout à fait. En fait, on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on confie à certains agents des tâches parce qu'effectivement, il y a des heures creuses. Et finalement, les agents disent, mais regardez, j'ai des tâches télétravaillables, donc j'ai finalement le droit de ne plus être posté physiquement dans la bibliothèque pour pouvoir être chez moi pour les faire. Et ça inclut effectivement une difficulté managériale, à la fois en termes de quelles sont les activités en fait sur place et à distance, quelles sont les quotités télétravaillables ou pas, et cette revendication en fait du droit au télétravail pour tous. Tu nous as dit aussi, et ça fera un peu transition vers ce que va évoquer Corinne, que le télétravail, pour ceux qui télétravaillent, c'est perçu comme une possibilité d'avoir des temps un petit peu continus, des temps de concentration, mais que pour ceux qui font les plannings, à contrario, si on regarde le télétravail à l'échelle du collectif, on n'est plus tout à fait sur le même résultat. Oui, tout à fait. C'est clairement une très forte contrainte sur les équipes en charge des plannings. Parce qu'il faut déjà vérifier que la bibliothèque peut ouvrir, parce que outre les dispositifs personnels, semaine sur 4 jours et demi, temps partiel, télétravail, et puis tout ce qui est les gens qui sont en formation, en réunion, qui peuvent être malades, en congé, fait que en fait, la charge de travail finalement commence à reposer davantage sur ces personnels-là en charge des plannings, qui doivent, malgré toutes ces contraintes, toutes ces injonctions contradictoires entre eux, on essaye quand même d'être bienveillant et donc de laisser le plus de souplesse possible aux agents, mais avec l'impératif de maintenir les bibliothèques ouvertes avec toutes les plages d'accueil pourvues. Et donc c'est aussi un glissement qu'on constate parce que finalement les télétravailleurs ou les personnes qui ont un aménagement personnel de leur temps de travail estiment que c'est leur intérêt individuel qui prime, on en parlait aussi ce matin, et que finalement le collectif n'a qu'à s'organiser autour de leurs propres contraintes sans parfois peser en fait ce que représente cette contrainte pour les autres. Ça nous a semblé un point important en échangeant. Corinne va aussi partager une expérience de télétravail. C'est vrai qu'on a eu le sentiment que le télétravail, qui est encore une pratique récente, il est souvent validé du point de vue de la fiche de poste. Est-ce que tes missions sont télétravaillables ou non? Et peut-être plus rarement en regardant à l'échelle du collectif de travail, ce que ça va fabriquer en termes d'équilibre ou de déséquilibre au sein de l'équipe. Et ça m'amène à te passer la parole, Corinne. Alors, donc, tu as fait toi aussi l'expérience du télétravail. Ce que je trouvais intéressant, c'est que tu l'analyses finalement du point de vue des liens au sein du collectif.
Oui, oui, absolument. C'est une question que je me pose beaucoup ces temps-ci. C'est vrai que pour accorder du télétravail, on va voilà, regarder, comme tu le disais, quelles sont les activités télétravaillables dans la fiche de poste. Mais finalement, j'ai le sentiment, enfin en tout cas, c'est ce que je fais moi, hein, de pas trop me poser la question de savoir quelles compétences le collectif et l'équipe va devoir développer pour absorber finalement ce télétravail, ces quotités de télétravail qui font que certains agents, certains jours, ne seront pas présents dans l'équipe, ne serait-ce que pour assurer l'amplitude horaire d'ouverture de la bibliothèque, pour répondre aux demandes de nos usagers. Et c'est vrai que c'est un vrai questionnement. J'ai le sentiment que c'est une question qui est un peu dans l'angle mort finalement du télétravail tel qu'on l'autorise entre guillemets au sein des équipes. Me vient à l'esprit aussi, on me le dit moins ces derniers temps, mais quand j'ai rejoint le SCD d'Aix-Marseille, et notamment depuis l'automne, puisque maintenant je suis en coordination de bibliothèque et physiquement dans une bibliothèque du réseau, j'ai 2 jours de télétravail par semaine, et c'est vrai que bien souvent, la veille de mes jours de télétravail, mes collègues me disaient « Ah ben, mince, tu n'es pas là demain, donc voilà ». Donc on profite en fait finalement que tu es là pour te poser les questions, etc. Pour autant, je suis disponible en télétravail à distance, voilà. Mais il y a en fait l'absence physique coupe un peu de la spontanéité, de la réactivité et aussi de l'informel, bien évidemment, qui joue pour beaucoup dans les relations professionnelles en fait et dans le collectif. Donc c'est de vraies questions, oui, tout à fait. Oui, tu disais quand on a préparé la table ronde, on peut rester disponible pour répondre à un mail, mais pour sentir ce qui se passe, pour sentir l'ambiance et savoir se mettre à l'écoute au moment où il faut se mettre à l'écoute, là on n'est plus disponible. Voilà, c'est ça, c'est des choses que je perçois et que je pense que tout un chacun perçoit pour ceux d'entre nous qui pratiquons le télétravail. On a effectivement le sentiment qu'il se passe des choses pendant qu'on n'est pas là et qu'on ne peut pas, voilà, on n'est pas disponible pareil que les jours où on est en présentiel. Voilà. Peut-être pour faire le lien, parce que tu as beaucoup insisté, me semble-t-il, sur cette notion de continuité du lien. Et je me souviens qu'on a évoqué un autre exemple qui rejoint la question du temps et du temps long, c'est quand on a un turnover dans les équipes ou quand on a un turnover rapide ou un turnover important, on valorise parfois peu le rôle de ceux qui assurent la continuité. Est-ce que tu veux en dire quelques mots ? Oui, c'est une question aussi. Alors, c'est un questionnement plutôt que j'ai pu avoir, donc pas sur les fonctions que j'occupe aujourd'hui, mais dans un poste précédent. J'avais une collègue qui donc était dans un service en charge de la formation des usagers, donc des étudiants. Et en fait, c'était une jeune collègue, mais qui était dans le service depuis déjà quelques années et qui voyait régulièrement les collègues, c'était un tout petit service de 3-4 personnes, partir du service, en fait, changer de mission, toujours au sein du SCD. Parce que parfois, la formation des publics, enfin, sur un premier poste, c'est pas, voilà. Enfin, la formation des publics est une mission qui nécessite une mise en danger, on le sait bien. Donc, voilà, ça ne convient pas toujours à tout le monde. Et cette collègue voyait régulièrement dans le service des arrivées, des départs, et elle en souffrait, on en avait discuté. Et à tel point qu'en fait, elle en venait, alors même que c'était une mission qui lui plaisait énormément, à s'interroger sur le fait qu'elle souhaitait rester dans ce service. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce dont on parlait ce matin à propos de l'innovation, la créativité. L'innovation, la créativité, l'inventivité, ce sont des notions qui sont énormément valorisées. Et donc, peut-être que pour des personnels qui restent longtemps sur leur poste, on n'a pas la même approche en fait de ces agents-là qui vont rester pendant plusieurs années sur les mêmes missions. On aura tendance peut-être à valoriser des collègues qui vont prendre plus de risques ou qui vont faire preuve d'innovation, de créativité, alors qu'on a besoin aussi, pour ce temps long dont tu parlais, Raphaël, de collègues qui vont être un peu la mémoire en fait d'un service et qui vont pouvoir transmettre aussi des compétences
à l'arrivée de nouveaux collègues. Voilà, donc c'était aussi un questionnement par rapport à cette question de temps. Merci à toi. Alors, on a abordé la question des dispositifs de travail à travers la question du temps. On s'est aussi posé, en préparant cette table ronde, la question de les aborder par le biais de l'espace. Alors, on sait que la manière dont le travail est organisé dans l'espace va façonner les pratiques professionnelles, va façonner la manière de développer les compétences. On est tous entrés dans des bibliothèques avec une architecture super pyramidale où on a les A en haut avec vue et les C en sous-sol. Et ça induit quand même des rapports au travail qui ne sont pas exactement identiques que si les collègues sont mélangés sur des plateaux. Une réunion en randonnion ou une réunion en cercle, ça ne produit pas les mêmes manières de se parler, de s'écouter, de dialoguer. Moi, j'ai fait une expérience quand j'étais directrice de bibliothèque. On était dans un nouveau bâtiment avec des bureaux de 5. Au début, on avait regroupé les collègues par spécialité identique. Et puis, au bout de 2 ans, on les avait regroupés au contraire par spécialité hétérogène. Dans chaque bureau, il y avait un collègue de chaque domaine de compétences. Et ça avait beaucoup fait monter les collègues en compétences. Ça avait beaucoup changé les pratiques professionnelles. Le rapport à l'espace, c'est aussi le rapport au territoire. Est-ce que l'équipe y vit? Est-ce qu'elle n'y vit pas? C'est pas pareil sur les pratiques professionnelles, à la fois sur l'identification, la relation au public. J'ai le souvenir d'une collègue, une ancienne collègue, mais qui récemment me disait, alors elle est la seule de l'équipe à parler l'une des langues du territoire. Elle me disait, je sais pas, elle travaille en quartier populaire, je sais pas si je dois parler cette langue, parce qu'en fait, il y a des gens qui demandent à leurs enfants de me parler. Je pourrais traduire, moi, en fait. Mais j'ai pas envie d'être assignée, j'ai pas envie d'être celle de la communauté qui était à la bibliothèque. Ça me gêne. Elle me disait, je suis très interrogative. Et ça, ce rapport au territoire, pour cette collègue qui vit dans ces quartiers populaires, la question ne se pose pas du tout de la même manière pour elle que pour un autre collègue qui serait extraterritorial. Et il me semble que la façon dont le dispositif de travail s'inscrit dans l'espace, on l'a évoqué en préparant cette table ronde, ça peut assigner des places ou au contraire faire circuler des idées, des compétences, des rôles. Ça peut légitimer des prises de parole ou au contraire induire que des collègues prennent moins d'initiatives. Parce que ça instaure une place dans l'équipe, ça instaure un rapport au métier et puis ça instaure aussi des valeurs au travail, de reconnaissance ou de dévalorisation. Alors la place des espaces, elle évolue. À la fois, on a vu les bibliothèques qui concevaient les espaces professionnels autrement. Je pense aux bureaux, mais aussi aux cuisines, aux espaces de discussion formelle ou informelle. On a vu aussi le télétravail qui a induit de nouveaux espaces collaboratifs en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans le rapport aux espaces. Alors, Aurélie, tu as beaucoup travaillé sur la question du rapport aux espaces, à la fois en ouvrant le tiers-lieu La Bulle, mais aussi parce que dans tes missions actuelles, tu fais du conseil au réaménagement, tu instaures des moments de réflexion sur des aménagements. Et tu disais que pour toi, finalement, ce qui favorise la compétence collective, c'est moins l'aménagement même de l'espace que la manière dont les gens se l'approprient. Oui, alors j'ai travaillé effectivement à double titre. C'est-à-dire que là, je crois que c'est mon 3e poste où je suis sur une réhabilitation de bâtiments. Donc, je commence à avoir pas mal de vécu avec des équipes différentes sur cette question de comment est-ce qu'on aménage notre espace, mais également ce rôle sur les territoires, puisque sur le centre d'Annecy sur lequel je suis aujourd'hui, on accompagne 139 bibliothèques. Donc on a régulièrement des projets qui se posent de nouvelles bibliothèques ou de comment est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux aussi, souvent avec des questions de moyens derrière qui sont de plus en plus limitées aussi. Et on a développé une autre manière d'interagir avec ces bibliothèques en allant sur des ateliers d'intelligence collective, justement, avec les équipes, les élus, voire parfois les habitants. Et ces ateliers sur l'aménagement, donc le livrable derrière, c'est un zonage des espaces avec des usages et avec des typologies de mobilier, avec des contraintes physiques de mobilier. Mais pour arriver à ce livrable-là, le premier pas de l'atelier, c'est le travail sur les valeurs. Et c'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'instituer parce qu'on en revient toujours à cette question-là. Un espace, c'est comme un outil, ça incarne quelque chose. Mais si on n'est pas d'accord sur ce qu'on veut incarner, en fait, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. C'est la personne qui a la décision qui va transmettre sa vision de l'espace. Si cette personne-là s'en va, qui va faire vivre cet espace? Eh ben, il va rester un peu figé, il va, comme ça, peu à peu se dégrader aussi parfois, ou alors, selon dans quel contexte on part, on est parfois content que la personne part et on en profite pour tout rechanger.
mais c'est un espace qui est lié à une personne. Si on veut que ce soit un espace qui soit lié à des missions, à notre sens, notre raison d'être, quelque part, il faut que ça soit lié à des valeurs. Et donc, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ces valeurs. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant et que j'ai repris là avec l'équipe pour notre espace, pour le coup. Et on voit que même si on a un sens du service public qui est très développé, le choix des mots, là, on avait quasiment que des choix différents en fait dans l'équipe sur quelles étaient les valeurs les plus importantes pour nous. Donc, il a fallu vraiment passer du temps à creuser ce qu'on mettait derrière les mots et se dire que collaborer et coopérer, par exemple, c'est pas la même chose, c'est pas la même valeur qu'on met derrière. Donc travailler ça, et une fois qu'on a travaillé ça, on a construit en fait notre vision partagée, et là on peut aller sur de l'aménagement, sur du zonage, sur des choses qui sont très concrètes. Donc ça c'est vraiment un retour. Et pourquoi, pardon, je perds mon fil. Pourquoi est-ce que ce travail-là est très important aussi? C'est parce que ça en fait des espaces vivants. C'est-à-dire que quand une personne part, c'est pas grave parce que c'est l'espace de l'équipe. L'espace de l'équipe continue à le faire vivre. Et vous pouvez comme ça avoir des bibliothèques qu'on accompagne où la quasi-totalité de l'équipe s'est renouvelée. Il n'empêche que cet espace est resté vivant, qu'il a continué à bouger, à évoluer au fur et à mesure de l'avancée des usages. Parce que ça fait partie de l'acculturation, de l'état d'esprit qui a été avec cette tâche technique d'aménagement. Donc un espace, c'est physiquement, mais c'est aussi la manière dont on le pense, dont on le conçoit, et ça se transmet au sein d'un collectif. Tu nous disais aussi, en termes de reconnaissance ou de légitimité, que des collègues qui avaient participé à ces ateliers d'intelligence collective s'étaient permis d'interpeller un architecte, ce qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir faire auparavant. Oui, tout à fait. Et là, vraiment, pour le coup, des équipes de bénévoles. Donc, cette question de légitimité, elle est forte. Et quand une équipe de bénévoles arrive avec son élu à faire bouger un plan d'architecte, on voit tous les stades que ça a dû passer. Donc là, il y a vraiment une forme d'encapacitation, si on le veut en français, ou d'empowerment par les personnes sur la prise en main de leur outil, mais parce qu'elles y ont investi du sens. Et comme il y a du sens, c'est entendable en face qu'on puisse bouger les choses. Donc effectivement, c'est comment, depuis ce matin, on est en train de détricoter quelque chose qui en fait est complètement lié. Quand on prend par un bout, c'est toute l'organisation, toute la structuration, tout l'écosystème en fait qui tourne autour. C'est ça. Et Corinne, donc toi, tu évoquais des questionnements sur la manière de répartir les collègues. Là, on va entrer dans un exemple extrêmement précis et concret, dans les espaces des bureaux. Oui, alors j'ai pas eu l'occasion de le concrétiser, mais c'est vrai que c'est des questionnements qui sont très présents à mon esprit, d'autant que là, dans l'une des bibliothèques que je coordonne, nous avons un projet de réaménagement de bureaux qui est un bureau partagé par une équipe de magasiniers. Donc c'est vrai que ce sont des questions importantes. C'est le questionnement qui tourne autour de savoir dans un bureau partagé, si on fait le choix de rapprocher des personnels qui travaillent tous autour d'une même activité ou d'une même mission, et qui donc vont pouvoir, de par cette proximité géographique, partager plus facilement à la fois les tâches et le matériel aussi, parce qu'il peut y avoir ces aspects-là, ou a contrario, si on fait le choix de rapprocher physiquement des agents qui n'auraient pas matière à travailler ensemble pour favoriser la transversalité et peut-être permettre aux uns et aux autres, finalement, de s'intéresser à ce que font les autres, de découvrir les activités et les missions de leurs autres collègues, parce que voilà, il y a aussi parfois, j'allais dire des fantasmes, le mot n'est pas très beau, mais par rapport à ce que font les autres collègues, on ne mesure pas toujours la charge de travail ou ce que recouvrent réellement les activités et missions de nos collègues. Donc c'est effectivement des questionnements qui sont bien présents dans mon esprit, et notamment en lien avec ce projet, alors qui est quand même un petit peu différent, puisque là, il s'agit de réaménager un bureau. Alors,
je vais peut-être parler de ça très très rapidement, mais sur la pause déjeuner, on échangeait avec Reine Burki qui est là à propos des espaces professionnels justement. Et c'est vrai que moi je trouve que ça pose plein de questions en fait, les espaces professionnels. Là, le projet de réaménagement du bureau dont je parle, en fait, il est au sein d'une bibliothèque qui est déjà existante et on a très très peu de marge de manœuvre en fait pour réaménager ce bureau. Donc il y a une contrainte bâtimentaire qui fait que les possibilités sont très limitées. Donc la collègue qui encadre l'équipe des magasiniers est partie plutôt dans l'idée de, bien évidemment dans une démarche participative, de partir de ce à quoi les collègues sont très attachés dans leur bureau actuel et ceux qu'ils ne supportent plus. Voilà. Alors, ça rejoint aussi l'idée des valeurs. Là, c'est beaucoup plus empirique, j'allais dire, mais j'ai regardé, elle a créé un petit sondage. Voilà, l'idée étant aussi que ce soit un sondage anonyme, justement, pour libérer la parole et permettre à tout le monde de s'exprimer par rapport à ce bureau. Mais j'ai regardé en diagonale là, avant de venir, et en fait ce qu'il en ressort, on voit qu'on est vraiment dans la question des valeurs et il faut vraiment qu'on travaille cette question de la vision partagée. Je pense que c'est fondamental en fait, ça rejoint tout à fait ce que tu disais Aurélie. Voilà. Merci à vous trois. On aura essayé d'explorer cette question de l'agencement des dispositifs de travail, un peu comme dans un jardin, avec la diversité, l'hétérogénéité, les rapports au temps qui soient diversifiés et qu'il reste possible de voir diversifier au sein d'une équipe, la capacité à s'emparer des espaces. Il nous reste un petit peu de temps, donc si certains d'entre vous veulent réagir, poser des questions ou partager des expériences, n'hésitez pas. Juste un petit retour d'expérience sur Dijon et sur une équipe d'une trentaine de personnes. Ça va être la 4e campagne de télétravail. Et je dirais, tous les ans, on capitalise, mais tous les ans, c'est différent. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant à regarder sur une toute petite équipe. Et pour ne rien répéter de ce que vous avez pu dire, bien sûr, ça reste source de tension. Je pense qu'à l'orée de cette nouvelle campagne qui va bientôt s'ouvrir là, je vais être à peu près dans le lâcher-prise, parce que ce que je trouve finalement assez intéressant, c'est de voir sur une équipe qui sort de 4 ans, plus que ça, de projets, mais d'une grosse rénovation sur une toute petite équipe avec un gros turnover, on atteint 30% de contractuels, donc c'est quelque chose d'assez particulier. Mais ce qui est finalement assez enthousiasmant, alors on a plus de la moitié de l'équipe qui est en télétravail, mais on a dû caper pour des raisons de contraintes. Ça ne tenait pas. Donc on en est à avoir... alors j'ai laissé de plus en plus, les collègues ont dû monter en compétence. C'est-à-dire que comme effectivement c'est une grosse revendication, qu'on peut bien comprendre. C'est pas du tout c'est juste qu'au début, c'est vrai que quand ça se met en place, c'était pendant la Covid, donc il y avait d'autres enjeux. Et on est très très crispé parce que c'était nouveau et que voilà... Mais plus ça va, plus j'observe que cette équipe, pour le coup, monte vite en compétence sur cette question. Et bien finalement, à partir du moment où des chartes existent, il y en a 2, il y a celle de l'université et celle de la bibliothèque. À partir du moment où ils connaissent les règles, on est un peu tenté pour le coup là de faire un pas de côté et de leur dire écoutez, montez-moi quelque chose qui fonctionne. Et ils sont capables d'une hyper adaptation que je ne leur aurais pas demandé en fait, ni moi ni les responsables d'équipe. Voilà. Et bien, au total, si ça tient, si ça vous va de préférer avoir des équilibres hyper contraints et de revenir d'art parce que les 2 collègues qui étaient sur le planning sont absents, qu'il faut absolument ouvrir, allez-y. Vraiment, je ne veux rien caricaturer, mais finalement, je trouve que l'équipe arrive remarquablement sur cette question-là à trouver des équilibres dans lesquels finalement jouent tellement de choses complexes qui relèvent des libertés individuelles, de compétences, d'histoire entre les agents, que c'est plus notre objet finalement, sauf s'ils veulent le partager. Et finalement, allez-y, faites tourner cette bibliothèque, parce que sinon,
Sinon, ça devient une aventure qui n'est plus intéressante parce qu'on s'arrache les cheveux. Donc voilà, bon, après, c'est une petite équipe qui a son histoire, mais comme toutes les équipes, et finalement, voilà, ça marche en fait. Merci de ce témoignage parce qu'effectivement, ça marche aussi parce qu'elle a forte valeur d'ouvrir la bibliothèque et cette valeur partagée de service public. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit non plus sur le télétravail, c'est l'impact sur justement les temps collectifs qu'on évoquait beaucoup ce matin dans le CARE, dans toute cette notion de prendre soin et prendre soin de la relation. Pour le coup, on a aussi beaucoup de travail, de télétravail dans l'équipe. La seule imposition, c'est il y a une journée où il n'y a pas de temps partiel, pas de télétravail, où il y a toute l'équipe sur site, toutes les semaines. Et on note, moi je vois la qualité en fait de ce temps-là commun, où du coup les moments de convivialité, les moments de vraiment de co-construction ont pris une autre saveur en fait quelque part. C'est un temps où on sait qu'il est précieux. Tout le monde a conscience qu'il est précieux et du coup il devient vraiment qualitatif et productif. Donc c'est intéressant aussi de voir comment on accorde une autre dimension en fait à ce temps collectif. Je vais rebondir sur ce que vous dites là sur l'espèce d'autorégulation d'une équipe qui le fait pour, j'allais dire, pour ses intérêts individuels à chacun, pour le télétravail. Moi, j'avoue que j'ai une position un peu mitigée sur ça, sur un sujet qu'on a du mal à aborder, qui est les différences statutaires au regard du télétravail. Sur le paradoxe qui veut qu'un magasinier réclame du télétravail alors que ses tâches sont éminemment liées à du présentiel. Traditionnellement, après, il y a plein de divergences, de différences, d'évolutions qui sont tout à fait bénéfiques et que vous avez pointées. Il me semble, en tout cas, enfin aussi dans ce que je vois ou dans ce que j'ai pu lire, que toutes les enquêtes disent que les managers trouvent que le télétravail a complexifié leur métier, a alourdi leur charge de travail. Et je pense qu'il faut aussi en parler, enfin dire aussi que dans des équipes, vous l'avez dit aussi, en termes de planning, etc. Et ça retombe quand même sur le manager, cette histoire-là. Et que personnellement, je suis toujours assez sceptique, mais je pense qu'il faut le voir sur du plus long terme, sur les effets sur la compétence collective. Parce que finalement, le télétravail, c'est privilégier un confort de travail qu'on aime tous, moi aussi d'une certaine manière, et privilégier l'individuel ou le confort individuel de travail sur la dynamique collective. Et personnellement, je trouve qu'il y a quand même des effets de bord sur lesquels il faut être hyper attentif, tout en gardant le prendre soin, l'écoute d'une évolution sociétale, etc. Mais que sur ce sujet, je trouve qu'on est un peu sur le fil et que c'est ni bien ni pas bien, il faut qu'on fasse avec ça. Mais pour moi, il y a un gros point d'alerte sur le rôle du manager au regard du télétravail. Je trouve que c'est quand même un gros sujet et qu'on n'en parle pas suffisamment, me semble-t-il. Si je peux rebondir, il y a une question sur le manager, mais il y a aussi une question sur le collectif et la structuration du collectif. C'est-à-dire que ça fonctionne, cette absence, parce que évidemment chacun est absent à un moment différent et il se passe plein de choses pendant ce temps-là. Alors pour le coup, je suis le mauvais exemple, j'ai et du temps partiel et du télétravail. Et pour autant, le retour de l'équipe n'est pas mauvais sur ces absences-là, ou en tout cas ces mises à distance-là. Mais ça veut dire aussi que chacun, parce que ce que je vis est valable pour n'importe quel membre de l'équipe, il faut accepter qu'il se passe des choses pendant qu'on n'est pas là. Donc ça veut dire que le faire confiance aux autres pour prendre les bonnes décisions quand on n'est pas là et nous transmettre l'information dont on a besoin à notre retour, il doit être pensé. Et ça, c'est le rôle du manager, mais pas seulement. Le rôle du manager va être de penser ces espaces-là, mais le collectif peut définir ses propres modalités du faire confiance et de la communication, de la transmission. Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que se pose la question de qu'est-ce que c'est que le télétravail, parce que dans l'imaginaire des gens, on ne peut pas déranger la personne, elle n'est pas là. Alors que si, en fait, elle travaille, mais ailleurs. Et en gros, il y a beaucoup ce côté-là de se dire « Ah ben, elle n'est pas là, donc on fait sans ». Mais non, il suffit de prendre son téléphone ou on est joignable par mail. Et c'est vraiment intéressant dans la représentation de se dire le télétravail, c'est pas être en congé, c'est vraiment être au travail ailleurs. Et effectivement, ça questionne le rapport à
qui prend la décision, à quel moment on sollicite la personne pour prendre la décision, est-ce que sur place c'est délégué, etc. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Anne, je suis effectivement d'accord avec toi sur les limites de l'exercice entre les intérêts individuels, les intérêts collectifs, sachant que le télétravail, c'est aussi les moments sur place. Est-ce que la personne est réellement disponible? Parce que c'est à ce moment-là qu'elle va concentrer toutes ses réunions présentielles, ses plages d'accueil, et que donc, en fait, elle est là, mais elle n'est pas vraiment disponible pour les autres. Alors, effectivement, tu parlais de ces fameux temps d'accueil de collectif que l'on peut ménager, mais il y a aussi le revers de la médaille qui est, quand on est sur place, on concentre là toutes les réunions indispensables, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment disponible spontanément pour de l'informel, pour des rencontres avec les autres. Sauf si ça fait partie des temps institués, c'est-à-dire que les temps informels deviennent incontournables, entre guillemets. C'est une petite équipe, mais on parlait d'économat global et d'écosystème. Je pense que là, ce qui est quand même complètement intéressant, et ça se dessine, c'est qu'on parlait de cabane ce matin, et puis là, vous avez lié le rapport au temps et le rapport à l'espace, et le télétravail, c'est vraiment l'exemple même de l'adaptation. Mais ce qui est complexe, alors je ne vais pas donner du tout... bon, là, j'essaye de trouver une résilience, un apaisement, mais ça a été des bras de fer comme partout, voilà, donc ça n'a rien de très original. Simplement, je pense qu'il y a un moment aussi, il faut arriver à passer à autre chose, parce qu'on a d'autres projets aussi, et que l'équipe, elle est d'autant plus prête à se laisser embarquer que ça, on essaye pas de tourner la page, mais qu'on avance, quoi. Voilà, on passe à autre chose. Et aussi, sur Dijon, il se trouve que pour des tas de raisons, on n'a jamais été dans le statutaire, enfin plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que clairement, la personne qui n'avait pas de télétravail pendant 2 ans, c'était moi, voilà, parce que j'observais tout ça, et puis bon, voilà, je le dis tranquillement, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut quand on est manager. Bon. Après, moi aussi, maintenant, j'aime bien ça, le télétravail, il faut savoir apprendre à dire, oui, je suis pas là, voilà, parce que... Mais du coup, c'est pas statutaire. On a quasiment plus de magasiniers qui ne font pas d'autres tâches que. Alors après, je rentre pas dans les questions de rémunération, vous connaissez bien, mais c'est aussi un enjeu pour eux. C'est-à-dire que sans aller sur des choses un peu perverses, je veux faire ça parce que comme ça j'aurai du télétravail. Bon, mais on peut dépasser quand même ça, mais sans être idyllique. Hein. Mais oui, il se trouve que nous, pour que ça tourne aussi sur d'autres segments d'activité, les magasiniers font des formations aux usagers, donc voilà, ils ont aussi du télétravail. Après, très clairement, voilà, ça va être très compliqué quand même la prochaine campagne parce que j'ai beaucoup plus de demandes que ce qu'on va pouvoir faire. Mais c'est là où ils ont acquis une compétence collective qui est qu'ils vont, ils vont se débrouiller. C'est-à-dire aussi que moi, je vais m'alléger de ça. C'est-à-dire que j'estime qu'ils sont arrivés à un niveau de compréhension des enjeux, des possibles et des non possibles, et ils sont en capacité de me faire eux-mêmes des propositions. Mais c'est une petite équipe. Bonjour, juste une réflexion, pas vraiment une question, sur les effets du télétravail sur l'espace. Moi, ce qui m'a marqué ces dernières années, c'est la transformation de l'usage des bureaux collectifs depuis la généralisation du télétravail. C'est qu'à un moment, on est dans un bureau collectif, on est en visio avec quelqu'un qui est en télétravail. Il n'est pas rare que d'autres collègues dans le même bureau soient également en visio avec d'autres personnes qui sont en télétravail. Et là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir justement sur cette transformation de l'espace qui, au départ, était peut-être l'espace le plus cohérent, celui qui ne posait pas de questions. Aujourd'hui, il me semble qu'il est complètement transformé. J'allais pas forcément réagir directement, mais ça me... ça me fait penser à quelque chose aussi sur les espaces de travail de manière générale. Ce qu'a aussi fait évoluer le télétravail, et on l'a dit, hein, c'est le fait que certains bureaux se retrouvent vides certains jours. Et dans un souci, on va dire, de rationalisation, là, nous, on est en train d'y penser par rapport à ce projet de réaménagement de bureaux dont je parlais. Il y aurait éventuellement une possibilité de relocaliser en fait l'équipe des magasiniers dans un autre bureau.
qui n'est pas occupé toute la semaine en fait. Hein. Donc clairement, la question peut se poser de savoir si on ne pourrait pas relocaliser, mutualiser. Et pour autant, on voit qu'on touche là, dès qu'on parle des bureaux, à des choses qui font remonter des émotions. Il y a une territorialisation aussi très forte, notamment de certains personnels, par rapport à leur bureau. On parlait d'espace, mais il y a aussi vraiment cet espace qui est investi en tant que bureau et en tant qu'espace personnel. Et quand la personne n'est pas là, alors nous on pratique beaucoup le fait de pouvoir s'installer dans un bureau qui n'est pas le nôtre, entre guillemets, quand il est libre justement en cas de visio, pour ne pas déranger notre collègue de bureau. C'est des choses qui sont assez facilement pratiquées dans nos collectifs de travail, mais on voit qu'il y a quand même certains collègues qui sont très réticents à laisser leur bureau les jours où ils ne sont pas là, où ils sont en télétravail, pour permettre à d'autres collègues éventuellement de s'y installer pour suivre une visio sans déranger le reste de l'équipe. Donc il y a aussi cette question, il me semble, forte de l'empreinte en fait personnelle que l'on pose sur son bureau, sur son espace de travail, et que questionne beaucoup le télétravail aussi. Voilà. Il me semble que ça pose la question aussi de ce que l'on fait, parce que c'est vrai qu'avant, pour faire une réunion avec quelqu'un, il fallait une salle. Concrètement, ou au moins un petit bout de couloir, quoi. Tandis que là, il suffit d'1 heure de disponible et puis c'est parti, on fait réunion. Mais on ne construit pas la même chose avec un partenaire extérieur, par exemple, si on se voit et si on prend le café, ou si on passe du temps derrière un écran. Donc c'est vrai que la question de l'espace physique numérique, ou la question de la temporalité, elle induit quand même, à mon sens, des pratiques de travail. C'est pas la même nature de lien, c'est pas la même nature de partenariat. Enfin, pour moi, c'est important de pas croire en la transposition parfaite. C'est pas la même chose exactement, et faut tenir compte du léger désajustement. Parce que si on veut la même chose, il va falloir varier les formats. Si on veut créer vraiment un lien, du partenariat de lien et pas juste du partenariat de projet, ça va impliquer à certains moments d'avoir de l'informel, et l'informel en visio, ça se tisse quand même beaucoup moins que dans des rencontres sur place. Donc il y a des changements de nature aussi. Oui, on passe plus de temps à s'adapter tout au long de la journée à la transformation de l'usage, je reviens sur ce mot-là, mais du bureau. On voit aussi apparaître des espaces qui ne sont plus des bureaux, qui sont des espaces dépersonnalisés pour le coup, et qui sont justement des espaces de transition où on vient ponctuellement 1 heure à 1, 2, 3, en fonction du nombre de participants à cette fameuse visio, mais où on est comme ça sur des espaces tampons en fait, qui sont des espaces d'usage et non pas des espaces de personnes. En fait, c'est vraiment une interrogation par rapport au télétravail, en fait, parce que j'ai l'impression que derrière le télétravail, il y a plein d'autres choses, et notamment sur la revendication de nos collègues magasiniers. On n'a pas de moteur salarial, on n'a pas de vrai moteur de promotion, parce qu'il y a tellement peu de personnes inscrites sur liste d'aptitude. Et j'ai l'impression que le télétravail est beaucoup perçu comme finalement une reconnaissance d'une compétence spécifique qu'ils auraient, sachant qu'on a tous depuis longtemps un discours sur la montée en compétences des magasiniers qui ne doivent pas faire que de l'accueil et de l'équipement, parce que sinon il y a des bibliothèques qui arrêteraient de fonctionner, tout simplement. Et du coup, le fait d'interdire le télétravail aux magasiniers dans ce contexte-là, ça m'interroge beaucoup. Et alors, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, moi je suis à Aix-Marseille Université aussi, comme Corinne, sauf que je ne suis pas le SCD, donc je n'ai pas de charte dérogatoire pour le télétravail. Et donc le principe d'Aix-Marseille Université, c'est que si on refuse le télétravail, il faut justifier le refus de l'accord de télétravail à un agent. Et si on l'accepte, on a juste à dire oui. Et dans mon équipe, tout le monde m'a demandé tout de suite du télétravail dès que c'était possible. Et donc j'ai dit oui à tout le monde avec des règles il faut qu'il y ait toujours au moins 2 personnes. On est une toute petite équipe, on est 6. Il faut toujours qu'il y ait au moins 2 personnes présentes, il faut toujours que, etc. Et donc vous avez des jours flottants. Et le constat que je fais depuis 2 ans, c'est que tout le monde a le droit à un jour de télétravail flottant, personne ne le prend, sauf dans 2 cas de figure.
quand il y a des tensions dans l'équipe, où là, subitement, tout le monde prend ses jours de télétravail jusqu'au moment où on fait une réunion et où on dit, bon, allez, on met à plat ce qui ne va pas, on en discute. Et comme par hasard, la semaine suivante, plus personne n'a besoin de télétravail. Et pour une collègue très spécifique qui, un jour dans la semaine, met 2h30 pour venir travailler, elle dit, voilà, les autres jours, je mets 30 minutes, donc ça lui change la vie. Et c'est tout à fait audible. Et en même temps, quand elle télétravaille, elle est tout le temps en interaction avec ses collègues. C'est-à-dire, elle les appelle 15 fois dans la journée, il y a des visios, il y a des mails, il y a de la messagerie instantanée, WhatsApp. Et donc, c'est vraiment une interrogation sur les fonctions autres que du télétravail par rapport à l'envie de venir sur son lieu de travail, l'envie de travailler ensemble, l'envie de partager et un peu, alors j'aime pas du tout cette expression, mais la souffrance ressentie ou imaginée au travail qui fait que quand on télétravaille, au moins on voit pas ses collègues. Et pour moi, c'est une vraie question aujourd'hui. Après, à Lyon 1, on a beaucoup travaillé sur les tâches télétravaillables ou pas, parce qu'on ne voulait pas non plus tomber dans l'inéquité de traitement, qui était on accorde à tout le monde, même si en fait, il n'y a pas de tâches télétravaillables. Parce qu'on s'est dit, c'est injuste, il ne faut pas qu'il y en ait certains qui fassent des vraies journées où ils travaillent toute la journée, et puis d'autres qui restent un peu chez eux à se tourner les pouces. Donc vraiment, les managers ont tous... regarder dans leurs équipes qui avait au moins un jour de télétravail possible par semaine et en expliquant aux gens qu'en fait c'était une autre manière de travailler, mais oui, effectivement, on a encore des magasiniers qui n'ont pas tous des tâches télétravaillables, alors qui le vivent plus ou moins bien. Certains le vivent très bien parce que pour le coup ils trouvent ça légitime dans leur organisation et puis au vu de leur fiche de poste. D'autres qui se sentent un peu plus frustrés. Mais objectivement, c'est compliqué de donner des fausses tâches ou de dire oui, on va faire la paix sociale et donner un jour à tout le monde, alors qu'en fait, ce serait pas légitime et équitable. Mais c'est une vraie question dans la profession. On a eu beaucoup de sondages là-dessus, sur comment font les collègues ailleurs. Et il n'y a pas forcément de bonne solution, mais je trouve qu'il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie de dire tout le monde peut, même si on n'a pas les fonctions qui le légitiment. Je rebondis sur ce que tu dis, Isabelle, au SCD, donc cette fois-ci d'Aix-Marseille Université. Un groupe de travail a dressé une cartographie en fait, des activités télétravaillables, partiellement télétravaillables et non télétravaillables. Et c'est vraiment ce qui sert de référence en fait, pour autoriser ou non le télétravail. Et c'est vrai que c'est en fait, un référentiel qui est largement partagé au sein du SCD et qui, il me semble, est compris par l'ensemble des agents. Et pour revenir aussi sur une chose que tu disais à l'instant, Isabelle, il y a aussi des collègues qui ne souhaitent pas en faire. Moi, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais en entretien professionnel avec une collègue, puisque c'est la campagne des entretiens professionnels en ce moment, qui est responsable de bibliothèque, qui est donc maintenant là depuis plus de 6 mois, puisque à Aix-Marseille Université, voilà, il faut attendre un délai de 6 mois avant de pouvoir émarger au télétravail. Et je lui ai donc posé la question, puisque le moment se posait, et elle m'a dit « Ah non, mais c'est pas pour moi, je n'en veux pas. » Voilà, donc on a quand même un certain nombre de collègues aussi pour lesquels le télétravail n'est pas une modalité souhaitée, en fait. Et on sent aussi qu'il y a un petit peu, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est observé dans d'autres structures, mais aussi pour certains, peut-être aussi un petit peu un phénomène de retour en arrière aussi, de personnel qui ont pratiqué le télétravail et qui peut-être souhaiteraient limiter la quantité de télétravail justement pour revenir un peu plus en présentiel. Enfin, c'est des choses que j'ai un petit peu observées aussi. Sur le télétravail, je vais rajouter mon point de vue territorial, parce que je dirige la médiathèque de la Mémo, Oulin-Pierre-Bénite. Et nous, on vient d'avoir un nouveau temps de travail qui a été écrit, puisque nouvelle commune, et notre élu personnel a décidé qu'il n'y aurait pas de télétravail le mercredi. Voilà, c'est une règle. Donc, on a le télétravail qui est extrêmement régi par le service RH et l'élio personnel. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez moins, mais c'était très nouveau pour nous, ça. Et du coup, ça a mis en difficulté quelques collègues féminines. On a compris la charge mentale, machin, bignou, mais ça a mis pas mal de collègues en difficulté. Et ça a rebattu les cartes. Du coup, même si on n'a pas encore notre plan de charge, on ne sait pas comment la campagne va se passer. Mais il y a eu un gros poids du politique sur la décision du télétravail.
Oui, dans notre université, à la base, le mercredi n'était pas télétravaillable pour clairement des questions de défiance, en fait, en disant les jeunes mamans vont s'occuper de leurs enfants et pas travailler, en fait, à distance. Et au bout de 4 années, donc là, c'est à cette rentrée qui s'approche, le mercredi va à nouveau être autorisé pour les personnels. Donc il y a de l'espoir. Il y a des mairies qui interdisent le mercredi à cause des enfants, le lundi et le vendredi à cause des week-ends prolongés, sauf que le jeudi, c'est le jour des réunions et il reste plus grand-chose. Si tout le monde télétravaille le mardi, ça n'ouvre pas. Donc, le mardi est le jour de présence obligatoire. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous pour vos échanges et vos partages sur ce sujet. On le sent brûlant du télétravail.